Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle semaine qui commence lundi 9 février. Il est 19h. Moula Issouf Madi nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire fédéral chargé des élections au Parti socialiste. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Un enseignant en procédure disciplinaire et des élèves choqués après la diffusion vendredi en plein cours d'une vidéo d'une extrême violence. Une vidéo qui montre la décapitation d'une femme. Le but était, selon l'enseignant, de révéler l'ultraviolence des intégristes. Ce sont les parents d'élèves qui ont signalé les faits. Conférence de presse exceptionnelle samedi matin organisée par le procureur de la République. Une conférence mise en place une semaine après les révélations de France Matin concernant des policiers impliqués dans un coup d'achat de Bangui. 2 agents de la BAC ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Et puis les cambriolages avec violence se multiplient. Le dernier en date à Pasmaïti s'est déroulé au quartier Tanafou 1 dans la nuit de samedi à dimanche. La victime est actuellement à l'hôpital face à ces agressions en constante augmentation. Les habitants de l'île ont lancé une pétition citoyenne contre la violence à Mayotte. C'est un dérapage qui fait polémique depuis vendredi. Un enseignant du collège K1 de Kaweni fait aujourd'hui l'objet d'une procédure disciplinaire enclenchée par le vice-rectorat. Évoquant avec ses élèves de 3e les attentats de janvier dernier, il aurait diffusé en plein cours une vidéo choquante montrant la décapitation d'une femme par un groupe d'extrémistes musulmans. Une affaire qui choque encore aujourd'hui les collégiens. Camille Leca est parti à leur rencontre. Le 30 janvier dernier, une classe de 3e a assisté à un cours de musique un peu particulier. À la fin de l'heure, leur professeur choisit d'évoquer un tout autre sujet. Il projette à ses élèves une vidéo montrant une femme se faisant décapiter, une scène que les collégiens ont vécue comme un choc. C'est un peu bizarre. Moi, je n'ai jamais vu un professeur qui montre une vidéo comme ça en collège. C'est la première fois qu'il montre une vidéo comme ça. Une femme qui coupe la tête, après on voit la tête qui s'éloigne, l'homme, les femmes qui c'est bien ça. Moi j'ai vu cette vidéo et c'était trop choquant à voir parce qu'il y a une femme qui s'est fait couper la tête. Toi tu trouves ça normal qu'un professeur te montre des choses comme ça ou qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve pas ça normal mais je trouve pas ça normal moi. Dans ce cas, l'intention première était bien sûr de dénoncer la barbarie de certains extrémistes. Pour un des représentants syndicaux du collège, la méthode choisie est très maladroite, mais l'erreur est surtout due à un manque de formation et de concertation entre collègues. Le point important, c'est qu'ils ne se retrouvent pas seuls face à cette situation. C'est d'en parler, c'est de communiquer. Tiens, je vais essayer de faire ça avec mes élèves. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, regarde, ça serait vraiment une grosse bêtise, une grosse erreur. Non, faut peut-être pas faire ça. Peut-être on va essayer de le faire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans notre métier, c'est de ne pas se retrouver seul quand on enseigne face à nos élèves et quand on a un certain nombre d'idées à faire passer et de messages à faire passer. L'enseignant a présenté ses excuses à ses élèves quelques jours après la diffusion de la vidéo, mais cela n'a pas suffi pour le vice-recteur. Il est en effet impensable que l'éducation nationale puisse rester inactive face à un tel événement. L'enseignant mis en cause fait donc l'objet d'une procédure disciplinaire qui va suivre son cours selon le protocole. Aujourd'hui, le professeur de musique est toujours en poste au collège K1, mais il sera auditionné dès demain par les services du vice-rectorat. Dans l'actualité également, c'est une chasse aux trafiquants menée en toute illégalité qui vaut aujourd'hui à 2 policiers de la brigade anticriminalité une mise en examen et un placement sous contrôle judiciaire. Ils étaient 3 au départ à avoir été placés en garde à vue. Les agents ont effectué un coup d'achat de Bangui, espérant ainsi démanteler un trafic de stupéfiants. Les derniers éléments de l'enquête ont été livrés samedi lors d'une conférence de presse au commissariat de Mamoudzou. Les images sont signées Abbas Aliti. Ils étaient 3 policiers mis en garde à vue depuis la semaine dernière, impliqués dans une affaire de coup d'achat de Bangui. Ces policiers de la BAC auraient tenté de démanteler un trafic de stupéfiants en se faisant passer pour des vendeurs.
L'opération n'avait fait l'objet d'aucune autorisation délivrée par la hiérarchie ou par le procureur de la République. Pire, des documents frauduleux ont été produits et des preuves détruites. L'officier de police judiciaire contrôlant le procès-verbal relèvera de grosses irrégularités. La hiérarchie sera aussitôt alertée. Pour l'instant, le juge d'instruction a effectivement vu les trois. Simplement, l'un des trois policiers n'est pas poursuivi pour l'action directe, mais pour complicité de cette action. Ce qui fait la différence, et le juge d'instruction appréciera si elle place ce fonctionnaire, si elle met ce fonctionnaire en examen comme les autres, ou si elle le place au statut de témoin assisté, ce qui n'est pas impossible. Faux en écriture publique, destruction d'objets de nature à faciliter la recherche de preuves ou la condamnation des coupables. Voilà les chefs reconnus à l'encontre des 2 policiers de la BAC. L'enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale aura été menée dans la plus grande transparence. Les conditions de travail dans cet environnement où la délinquance nous préoccupe, notre mission c'est de lutter contre la délinquance. Les policiers sont amenés parfois à agir rapidement dans des conditions difficiles, à prendre des décisions parfois mauvaises, et ça a été le cas ce soir-là. Ils ont décidé d'agir au départ avec une intention qui semblait intéressante, faire tomber un trafic de stupéfiants, c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans la lutte contre la délinquance, mais là ils ont fait de mauvais choix. Une manœuvre visant à stopper un trafiquant sans s'embraser des procédures, un cas isolé et non une généralité, indique le procureur et le commissaire de Mamoudzou. D'un point de vue pénal, les 2 agents risquent 10 ans de prison. La commission de discipline se réunira à l'issue du procès pour déterminer les suites qui seront à donner. L'instruction suit désormais son cours. Les 2 agents, eux, ne peuvent pour l'heure plus exercer dans le cadre de leurs fonctions. Le trafiquant, quant à lui, est aujourd'hui libre. Et puis sachez que concernant le 3e agent de police, aucune infraction pénale n'est susceptible d'être retenue. Il n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une mise en examen, mais a été placé sous le régime de témoin assisté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette enquête qui suit son cours. Et puis, pendant ce temps, à Mayotte, et plus particulièrement à Mamoudzou, l'insécurité est grandissante, les vols se multiplient et l'agressivité des cambrioleurs peut souvent tourner au drame. En témoigne ce nouveau cambriolage qui s'est déroulé à Pasmaïti ce week-end. Une personne est aujourd'hui à l'hôpital, c'est sa colocataire qui est parvenue à contacter les forces de l'ordre, Myrem Essoufali et Leslie Vimonet. C'est dans ce quartier résidentiel que l'agression a eu lieu. Le quartier semble tranquille, légèrement isolé, mais le dernier cambriolage en date est dans toutes les conversations. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme se fait cambrioler après avoir été sauvagement agressé. Ce locataire, infirmier de profession, est gravement blessé à la tête notamment. Il souffre d'une fracture du crâne. C'est sa colocataire qui aurait alerté les policiers après avoir entendu ses hurlements. Le cambrioleur aurait dérobé un ordinateur et vidé le portefeuille de la victime. Le phénomène est récurrent et il inquiète les habitants du quartier. Il y a l'insécurité, moi je pense que tout le monde est dépassé avec ce genre de choses et voilà. Donc nous on est prêts pour quitter ici, on va quitter parce que ça devient vraiment tragique. C'est une tragédie. C'est dans ce contexte teinté de violence qu'une nouvelle pétition circule en ce moment sur Internet. Une pétition que l'on retrouve sur le site Avaz qui se définit comme étant le plus grand mouvement citoyen mondial en ligne pour le changement. La pétition veut dénoncer la vague de violence et de cambriolage d'une ampleur et d'une rapidité extrêmement inquiétante à Mayotte. Elle est adressée à Manuel Valls et comptabilise déjà 2336 signataires. Les citoyens se mobilisent encore une fois pour donner l'alerte. Cette montée de l'insécurité à Mayotte nuit à son attractivité et fait fuir les compétences et les investisseurs. Inexorablement, ce phénomène fait de Mayotte un territoire où il ne fait plus bon vivre et même une île proche de l'explosion. Dans ce contexte, le sentiment d'impunité se développe et l'idée de se faire justice soi-même fait déjà beaucoup de dégâts. En conséquence, nous demandons un engagement sans précédent de l'État afin d'éradiquer ce phénomène à Mayotte.
Aujourd'hui, de nombreux résidents songent à quitter le territoire au vu de la recrudescence des cambriolages de plus en plus violents. L'attractivité du département est au cœur des débats. Dans ce contexte, le prochain conseil d'état-major est très attendu. Il révélera, chiffres à l'appui, la situation de l'île. Une situation d'autant plus inquiétante que déjà, entre 2013 et 2014, on notait une augmentation de 17% des vols avec violence. En sécurité, on en parle encore et toujours avec cette drôle d'histoire vécue par Moana Baraka Ali. Cette femme habitant à Pasmaïti accuse son ancien compagnon d'avoir attenté à sa vie. En cause une dette de plus de 900 € que cet ancien compagnon refuserait aujourd'hui de rembourser. Il y a quelques mois de cela, il aurait prêté cet argent, problème au moment où l'homme se serait engagé à la rembourser vendredi dernier. Il aurait eu en réalité d'autres intentions. Ainsi, selon Moana Baraka Ali, après lui avoir demandé de monter dans une voiture pour la conduire à un endroit sûr pour faire la transaction, l'homme l'aurait menacé avec la complicité de 2 hommes armés. Je vous propose de l'écouter au micro de Shakila Issouf. Moja naambia lao gari nchurongwa sisi lawa mwambie mwenye waje animbe shangu bon lawe moja ule alawa na mtu mamahe moja de abaki wende wanzingita mamjua ta minui wanipinga tatararanu 3h de matin wantolea na masembea amba astahani uwe alafu tijipulonge tilawa babo tiende direct komsera wami toujours tisi fete Qui a donc déposé une main courante ce week-end. Une plainte a été déposée ce matin. On en vient maintenant à cette découverte, triste découverte à la cascade de Barakani. Regardez ces images qui ont été donc réalisées ce matin dans la commune de Ouangani. Les gendarmes ont été informés de la découverte d'un corps aux alentours de 6h du matin. Le jeune homme âgé de moins de 18 ans était décrit par sa famille comme étant souvent malade, perturbé parfois. Il a été vu par ses proches pour la dernière fois samedi. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, vraisemblablement une mauvaise chute. Le corps a été examiné après avoir été donc emmené à l'hôpital de Mamoudzou. Le corps qui a été rendu à la famille puisque aucun obstacle médico-légal n'a été soulevé. Et puis c'est une affaire qui a été révélée par France Matin Matin vendredi dernier, celle de la possible contamination au Chrome 6 des milliers de tonnes de ciment débarquées sur le territoire depuis mai 2014. Pour l'heure, aucune enquête n'a été ouverte, aucun responsable n'est identifié. Mais qu'est-ce que le Chrome 6 et dans quelle mesure est-il dangereux? Camille Leca nous apporte des éléments d'explication. Il est présent dans l'air, dans l'eau, mais également dans les produits dérivés, du cuir, les jouets, les cosmétiques. Éruptions cutanées, problèmes d'estomac, ulcères, dommages au foie et aux reins, risque de cancer des poumons, la liste est longue. Et c'est ce qui inquiète dans les analyses publiées vendredi dans la presse. Elles révèlent que la teneur en chrome 6 de près de 40 000 tonnes de ciment importé à Mayotte dépasserait les seuils autorisés. En France, la réglementation fixe la limite de teneur en chrome 6 soluble dans le ciment à 0,002% du poids sec total. Or, si l'on regarde de plus près les 4 arrivages de ciment analysés entre mai 2014 et janvier 2015, on constate que les taux explosent. La DIACT, qui est chargée de contrôler les importations, a réagi le jour même par communiqué. Il peut être rappelé que tous les importateurs de ciment ont fait l'objet depuis septembre 2013 d'une mesure d'injonction administrative les obligeant à mettre en place une procédure d'autocontrôle et dans ce cadre de faire procéder à des analyses de leur ciment. C'est ensuite l'entreprise Balou, principal importateur de ciment de l'île, qui a tenu à apporter des précisions. C'est ainsi que la dernière analyse de janvier 2015 a donné les résultats suivants. Teneur en chrome 6 en pourcentage inférieur à 0,0001%.
Pour l'heure, il est encore difficile de savoir s'il existe bel et bien des échantillons contaminés sur le sol mahorais et qui en est responsable. Seule une enquête approfondie pourrait faire disparaître toutes ces zones d'ombre. Le PS se lance enfin dans la course au cantonal. Le Parti socialiste a procédé à l'investiture de 4 binômes investis, 4 binômes sur 13 cantons, ainsi à Mamoudzou 3, Daka Stéphane et Kazouidine Swalihi. À Bandjaboua, il y a également un binôme qui sera donc représenté, ainsi qu'à Tsingoni et à Mtsamboro. Grande fête ce samedi du côté de l'hémicycle Younoussa Bamana, une fête auquel a assisté Shakila Issouf. C'est dans un hémicycle plein à craquer que l'investiture des candidats officiels du Parti socialiste mahorais s'est déroulée. Difficile pour nous d'avoir une liste complète de tous les candidats investis ou soutenus par le PS, mais le patron des socialistes se veut rassurant et voit la mobilisation de force de ce samedi comme un moyen de relancer la machine du Parti socialiste mahorais. Parmi les femmes candidates, Roukia Mahmoud pour le canton de Tsingoni semble bien préparée pour assumer les responsabilités de conseillère générale. C'est des responsabilités qui nous attendent et on est prête à assumer ces responsabilités, d'autant plus qu'aujourd'hui le gouvernement est socialiste. Alors il faudrait que ces candidats puissent avoir une communication je dirais, tout à fait naturelle, étant donné que les personnes qui seront là seront des intermédiaires directs. On n'aura pas besoin d'aller se créer des amis, on n'aura pas besoin d'aller se créer un répertoire, puisque ce répertoire existe déjà. On a un sénateur qui est socialiste, on a un député qui est socialiste. Donc le chemin est déjà tout tracé. Après avoir fait le bilan du Parti socialiste mahorais, Ibrahim Aboubakar a tenu à rappeler les nouvelles orientations des forces du progrès de la gauche qui travaillent pour Mayotte, une force qui ne semble pas être suffisamment réorganisée à l'image de ces militants qui se trouvent à l'extérieur de l'hémicycle, faute de place. Et pour ceux qui ont trouvé une place, ils n'étaient pas loin de s'évanouir sous la forte chaleur de la salle. Mais malgré tout, les militants présents semblaient être heureux de se retrouver après plusieurs mois d'absence sur la scène politique. Cette investiture lance officiellement l'entrée en campagne du PS pour les cantonales 2015. Nous avons investi des candidats, 8 candidats dans 4 cantons. Nous avons donné le soutien dans 6 autres cantons avec une cohérence politique qui est guidée par un seul fil. Notre adversaire, c'est l'UMP. Nous voulons rassembler le camp du progrès et nous allons continuer le travail que vous voyez aujourd'hui jusqu'au jour où la totalité des candidatures sera déposée. Et là d'ailleurs, nous allons à Passomaïti pour aller donner notre soutien à notre ami en Limdine. Avec l'absence de candidats officiels PS dans 9 cantons, la bataille pour la représentativité du Parti socialiste mahorais est désormais perdue d'avance. Seulement 4 candidats sont officiellement investis sur 4 communes qui sont Mamoudzou 3, Bandraboua, Tsingoni et Mtsamboro. Et s'ils ne sont pas élus, nous aurons alors un Parti socialiste fantôme sur le 101e département. Un parti socialiste fantôme, Issouf Madimoula. Qu'est-ce qui s'est passé? Où était le Parti socialiste pendant toutes ces semaines où les autres partis occupaient la place médiatique? Ils étaient tout simplement auprès des électeurs. Parce que vous savez, le Parti socialiste est composé de différentes sections. Et les sections étaient devant les électeurs. Donc, il fallait d'abord discuter avec les électeurs. Vous savez très bien que le découpage de ces cantonales a fait que ça demande à ce que les sections des différentes communes se réunissent pour discuter afin de trouver une solution. C'est la raison pour laquelle le Parti socialiste n'a pas communiqué. Mais il était avec les électeurs. C'est ce qui est le plus important parce que ce sont les électeurs qui vont aller dans les urnes. Où étaient les grands noms du Parti socialiste mahorais? On l'a vu sur les images, il y avait Ibrahim Aboubakar, on a vu un moment Isiaka Abdillah, il y avait également d'autres noms du PS, mais il n'y avait pas Tani Mohamed Swalihi qui est sénateur PS, il n'y avait pas Bouanali Saïd qui est député PS. Où était-il passé? C'est une bonne question, mais vous posez à la mauvaise personne. Il fallait leur demander à eux
comment se fait-il que le Parti socialiste... Vous ne communiquez pas au sein du Parti Non, socialiste. je vais tout simplement dire, il fallait demander à eux comment se fait-il que le Parti socialiste était présent au Conseil général et eux, ils n'étaient pas. Ils étaient où? Pourquoi n'étaient-ils pas devant les électeurs qui leur ont donné mandat? Tout simplement, il faut leur poser la question. Pourquoi ils n'étaient pas avec leurs camarades socialistes, avec le premier fédéral? Je crois que la question, il faut leur demander parce que tous les sympathisants du Parti socialiste étaient là au Conseil général. C'est le travail dont j'avais parlé tout à l'heure qui a été élaboré, qui a été fait par les sections et qui a porté ce résultat-là. Donc vous ne savez pas où ils étaient? Pardon? Vous ne savez pas où étaient ces grands noms du Parti Mais je vous dis, socialiste. ce n'est pas à moi de répondre à cette question parce qu'il devait être naturel que ces personnalités soient présentes à cette assemblée. Quel message pour les adhérents quand on voit justement des événements de cette envergure où vous me dites finalement qu'ils n'ont pas fait l'effort de se déplacer? Ça veut dire qu'il y a des scissions au sein du Parti socialiste à Mayotte? Il n'y a aucune scission. Au contraire, c'est tout simplement par respect. Si le premier fédéral n'était pas là, il y aurait eu un problème. Mais le premier fédéral était présent à cette assemblée et c'est lui qui avait donné les orientations de la politique sociale, ce qui est tout à fait naturel et légitime. Et que tous les sympathisants du Parti socialiste étaient présents et ont entendu le premier fédéral qui a donné son discours et a donné les orientations. Donc le reste, c'est vrai qu'après, c'est aux sympathisants de se demander où étaient-ils. Maintenant, c'est à eux de répondre aux sympathisants. Ils étaient où à ce moment-là, alors que tous les sympathisants étaient au Conseil général? Où sont les candidats socialistes? On a vu qu'il y avait donc une investiture à Tingoni, Mamoudzou 3, Bondabois, Nsamboro. Pas de candidat Mamoudzou 2, Mamoudzou 1, pas dans les autres cantons. Tout à fait, il n'y a pas dans les autres cantons, tout simplement parce que vous savez l'adage maoré qui dit Wengi wa mavindo twengi wa nadzi. Donc ce qui veut dire tout simplement la quantité ne fait pas la qualité et que nous allons entrer dans la rupéisation. Donc il faut bien que là, avec ce mode de département, c'est-à-dire des conseillers départementaux avec compétences région, il faut des personnes compétentes. À Sada par exemple, il aurait pu avoir un candidat socialiste. Mais tout à fait, mais c'est-à-dire le problème, moi je vous l'ai dit tout à l'heure. Le vient de Sada, enfin, il faut quand même le souligner. Tout à fait. Et ça paraît incohérent. C'est d'ailleurs la question que vous devez poser aussi aux députés. Mais maintenant, pour moi, c'est qu'il y a ce découpage qui a faussé beaucoup de choses. Ce qui fait que les cantons, les sections étaient allées en discussion. Il y a des alliances, il y a des coalitions, il y a tout un tas de manœuvres pour arriver à un résultat. Et que si à Sada, il n'y a pas de parti investi par le parti socialiste, mais le Parti socialiste soutient un candidat. Vous avez dit, pardon, c'est pas vous qui l'avez dit, on l'a entendu dans le reportage, Ibrahim Aboubakar, qui dit « Notre adversaire, c'est l'UMP ». Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le Parti socialiste pourrait s'allier à n'importe quel autre parti du moment que ce parti fait front contre l'UMP? L'UMDM, l'UDI, aujourd'hui le Parti socialiste pourrait se tourner vers ces candidats-là? Le Parti socialiste doit garder sa conviction, c'est-à-dire ne pas aller franchir la ligne rouge. C'est-à-dire la ligne rouge, c'est bien sûr la ligne de la droite. Et que tout simplement, nous, sauf si en cas de force majeure, quand la droite est en face de l'extrême droite, là, à ce moment-là, vous savez, nous n'avons pas le choix. Et que là, ici, le Parti socialiste sera tout à fait naturellement allé soit avec le MDM, soit avec, étant donné que le MDM a comme adversaire l'UMP. Donc nous serons de front. On a vu des alliances MDM, parfois UMP, hein, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé parce que ce sont des calculs politiques, mais je ne pense pas qu'ils apporteront des résultats par rapport aux électeurs parce que les électeurs ne sont pas tout à fait préparés à aller au-delà, à franchir cette ligne rouge. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à aller, on a vu l'UMP qui occupe le terrain depuis plusieurs semaines, on a vu également ces nouveaux partis comme le canton justement de Mamoudzou 3 où le LPA a également investi son candidat ce week-end et le Parti socialiste finalement qui aurait dû faire face avec les mêmes armes, j'ai envie de dire,
que l'UMP, aujourd'hui, démarre timidement. On a l'impression que quelque chose s'est enrayé dans la machine. Tout à fait. Vous n'avez pas le même discours au sein de votre parti. Les dirigeants n'ont pas tous le même discours. Non, parce que nous sommes fidèles à nos convictions, tout simplement. Et dire que nous sommes prêts, je ne vais pas dire que nous sommes prêts, parce que les élections vont être très très difficiles et que c'est au bout de, à la fin, c'est-à-dire le 29 mars, c'est là qu'on verra que nous sommes prêts ou pas. Et que au jour d'aujourd'hui, comment dire, le Parti socialiste est en perpétuelle réflexion et en action justement pour qu'il y ait des résultats. Nous allons aborder ces élections avec beaucoup de modestie, de toute façon vous l'avez dit, hein, avec beaucoup de modestie, mais aussi sans volonté de froisser, mais beaucoup de respect envers les électeurs. Respecter les électeurs, c'est quoi? C'est leur donner plus d'informations. C'est-à-dire par rapport aux enjeux qui nous attendent, mais aussi par rapport à la forme de gouvernance. Parce que vous savez que là, avec le nouveau département, c'est-à-dire les conseils départementaux qui vont être élus, ce ne sont plus des élus partiels comme avant qu'on avait connu, mais ce sont des élus en plein temps, c'est-à-dire pour un mandat de 6 ans. Et qu'il faut qu'on fait le bon choix pour avoir une bonne gouvernance. Je pense qu'on aura l'occasion de parler du programme et des priorités du Parti socialiste, mais une dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vos électeurs, justement, par rapport à ces méthodes de communication et peut-être de gérance, il ne faut pas penser à réformer le Parti socialiste mahorais? Réformer, s'il faut réformer, je pense que si, parce qu'un parti doit évoluer en fonction des électeurs aussi, en fonction de l'état aussi du département. Mais je pense que le Parti socialiste n'a jamais rassemblé ce qu'on a vu samedi dernier. Et pourtant, nous avons pu faire ça. Ça veut dire tout simplement que le travail que nous avons fait en amont, c'est-à-dire avec les différents secrétaires des sections, ça a abouti, ça a apporté des résultats. Et c'est ce qu'on a vu le 7 février dernier. Donc, ce qui veut dire que si nous continuons à travailler dans ce sens, nous aurons ces résultats. Merci beaucoup, Issouf Madi Moula. Je pense que nous aurons l'occasion de reparler donc, de ces élections et donc du Parti socialiste qui est lancé dans ces cantonales. Allez, on parlera covoiturage dans quelques instants, mais d'abord place à l'actualité en bref dans votre journal. L'État et le Conseil général se sont réunis lundi 26 janvier pour tenir le 2e comité régional unique de programmation des fonds européens pour la période 2014-2020. L'objectif était de statuer sur l'attribution d'aides du FEDER sur les mesures de programme de développement rural, ainsi que sur les projets recevables au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. Plus de 588 000 € de fonds étaient concernés par ce 2e comité. La liste des dossiers ainsi que les décisions du comité sont consultables sur le site de la préfecture de Mayotte. La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lance un appel à projet pour la reconnaissance en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental à Mayotte, dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. L'évolution des systèmes de production envisagés devra contribuer à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles, tout en utilisant et en préservant les écosystèmes sur lesquels s'appuie l'activité agricole. Les projets devront obligatoirement répondre pour prétendre à la reconnaissance en tant que GIEE, à la performance économique, environnementale et sociale. Il faudra également répondre de la pertinence technique des actions et de la plus-value de l'action collective. La date limite des dépôts de candidature est fixée au 30 avril prochain. Présente sur l'île jusqu'au jeudi 12 février, la SACEM annonce qu'elle tient une permanence qui aura lieu aujourd'hui jusqu'à mercredi à partir de 17h au 5-5. Seront présents Patrick Mathieu, Père Chardon, Amandine Fontaine. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Pierre Chardon au 06 93 91 56 57. Le covoiturage fonctionne-t-il à Mayotte? Pas si sûr. Depuis sa création en 2012, le site local du covoiturage n'a pas eu
un taux de fréquentation proche des ambitions qui étaient affichées au départ. Pourtant, ce moyen de transport pourrait être une solution pour diminuer les embouteillages. C'est ce que nous expliquent Assigna Moussa et Leslie Villemenet. Embouteillage à n'en plus finir tous les matins, c'est un calvaire pour les Mahorais. Pourtant, le covoiturage existe, mais il est encore peu répandu sur le territoire. Le principe est simple. Il consiste à partager sa voiture avec un voisin du village ou un collègue du travail pour effectuer ses trajets. Ça éviterait tout ce stress qu'on a tous les jours avec toutes les voitures. Si ça peut permettre à certaines personnes de se déplacer en même temps que moi, ça peut éviter d'avoir une voiture à moitié vide. Vu le nombre de voitures qu'il y a déjà à Mayotte, les gens qui souvent ont les mêmes trajets pour aller au boulot, donc ce serait bien de privilégier ce moyen. Je pense que le covoiturage est indispensable pour, entre autres, des économies d'énergie, pour éviter les pollutions. Les gens ont souvent besoin de leur véhicule pour des trajets personnels. Et donc quand on prend des gens dans la voiture, ça sous-entend qu'on doit avoir le même itinéraire, le même trajet, les mêmes horaires. Donc ça apporte des difficultés dans l'organisation. Créé en 2012 et financé par l'ADEME, le site Covoiturage Mayotte n'a pas rencontré le succès espéré. Aujourd'hui, on compte seulement 200 personnes inscrites sur le site et 5 annonces publiées par semaine. L'espace Info Énergie, qui gère désormais le site, reste néanmoins confiant. L'espace Info Énergie, on essaie vraiment de d'inciter à la population de covoiturer, surtout sur le trajet maison au boulot. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que vraiment il y a les embouteillages qui sont immenses. La personne en fait n'arrive pas vraiment à arriver au boulot tranquillement, donc c'est-à-dire qu'il est stressé, et donc l'idée c'est vraiment de gagner du temps de ce côté-là. Mais je pense que oui, effectivement, ça peut vraiment marcher si tout le monde adhère, si tout le monde essaie de jouer le jeu. C'est quand même le contexte énergétique de Mayotte qui est en jeu. Le site est accessible à tous et entièrement gratuit. Il suffit juste de s'inscrire pour consulter les annonces. Pour faire la promotion du concept et espérer toucher plus de monde, l'espace Info Énergie sera présent dans les villages du 23 février au 15 mars prochain. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Arnaud et à Veille. Et puis, sachez qu'un 10 février 2014, Charlotte Temple est décédée, première enfant star à avoir connu une renommée internationale, due en grande partie à sa longue filmographie. Nous retiendrons d'elle cette citation: « La chance ne s'explique pas ». On va remercier Youssouf Madimoula de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. C'est moi qui vous remercie. Et nous, on va se quitter dans quelques instants. La météo d'Ornella Périne, suivi du temps de parole. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Kwaheri.